Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis Vincent Philippine. Je suis un des directeurs associés d'Actionnable. Donc Actionnable, on vous présentera juste après qui on est, ce qu'on fait. Et je m'occupe notamment du secteur industriel chez Actionnable. Et je suis avec Quentin. Et Hello donc, Quentin. bonjour Vincent, bonjour à tous. Quentin Fauconnier, donc moi je suis le directeur Sustainability au sein d'Actionnable et donc je travaille sur tout ce qui est développer les offres, l'aspect durable de nos offres auprès de nos clients et de m'assurer aussi que Actionnable, un peu comme contrairement aux cordonniers, nous aussi nous sommes bien chaussés et un exemple pour nos clients en termes de durabilité. Du coup, bienvenue dans ce webinaire. On va parler d'intelligence artificielle à finalité durable et comment, via des exemples précis de cas d'usage, de projets, etc., on peut mettre cette IA durable au service de cas d'usage à même d'accélérer la sortie de crise. Peut-être juste avant de démarrer, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'interface, vous avez sur la droite un chat, la possibilité de poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas. Nous, on voit les choses en live, donc on essaiera d'y répondre de façon la plus interactive possible. Peut-être ce qu'on a prévu de faire, si on passe un peu à l'agenda de la session, c'est que vous puissiez, dans chacune des parties, poser vos questions, et puis on y répondra à l'issue de chaque sous-partie afin qu'on évite de trop parler et de manquer d'interactivité. Voilà. Du coup, on vous propose aujourd'hui quatre temps. Alors, un premier temps très rapide, où je vais vous présenter un peu qui on est, ce qu'on fait, juste pour que vous puissiez nous remettre un petit peu dans le décor. Deuxième étape, on va d'abord définir un peu ce qu'on parle. Quand on parle d'IA à finalité durable, qu'est-ce qu'on met derrière et comment, du coup, on le distingue d'autres types d'IA qu'on peut parfois à tort associer à l'IA durable. Et ensuite, on va essayer d'être le plus concret possible à travers deux parties. La première consacrée à des cas d'usage, des exemples concrets de ce que sont des projets d'IA à finalité durable. Et puis ensuite, on a essayé de vous donner, de vous proposer une sorte de boîte à outils pour démarrer ce type de projet avec à la fois des outils plutôt stratégiques, des outils plutôt organisationnels et des outils plutôt technologiques. Voilà. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer d'être le plus concret possible et voilà, que ce soit relativement pragmatique et que vous puissiez vous projeter sur ce dont on parle et que vous puissiez mettre ça dans votre contexte à vous. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à interagir sur le chat, à poser des questions, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Si du coup vous présentez Actionnable rapidement, j'ai juste 3 planches sur le sujet, l'idée c'est pas de vous assommer, mais voilà, nous, on est un cabinet de conseil, notre objectif, notre enjeu, c'est de mettre nos compétences en intelligence artificielle et en data science au service de projets qui sont à finalité durable. Donc c'est quoi des projets à finalité durable? C'est des projets qui ont à la fois un impact sur le business des entreprises et à la fois un impact sur des KPI extra-financiers et qui sont les défis, les grands défis de société qu'on peut rencontrer. Transition énergétique, protection et sécurité des employés sur les sites, etc., etc. Donc concrètement, aujourd'hui, on travaille sur 8 cas d'usage principaux. Alors, il y en a d'autres, on traite d'autres, mais c'est ceux qui ressortent en priorité. On a 4 grands secteurs d'activité, services financiers, industrie, luxe et médias et gaming. Et parmi ces 8 cas d'usage, vous avez des choses autour de la performance énergétique, des choses autour de la prévention des risques, des choses autour de la maintenance prédictive, ou encore des cas d'usage autour de l'adaptation et l'anticipation du changement climatique. Voilà. Donc ça, c'est les principaux familles de cas d'usage sur lesquels on travaille et pour lesquels on met à disposition nos expertises en intelligence artificielle et sur lesquels on pense que l'IA est réellement un vecteur de performance et d'accélération sur ces sujets-là. Et du coup, on est, et Quentin l'a un petit peu dit tout à l'heure, on est nous-mêmes, on essaye nous-mêmes d'être assez exemplaire, ou en tout cas, même si personne ne peut vraiment être exemplaire, on essaye en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice en étant nous-mêmes engagés sur des sujets de responsabilité. Donc on a à la fois un enjeu business d'aligner nos revenus
avec les principaux objectifs de développement durable de l'ONU. On verra tout à l'heure un petit peu dans le détail ce dont on parle. On a aussi un engagement de réduire nous-mêmes notre empreinte carbone, d'améliorer la mixité et la parité au sein de notre entreprise, et on sait que dans les entreprises technologiques notamment, les sujets de parité sont un petit peu compliqués parfois à adresser. On a des secteurs bannis, on est en cours de labellisation Bicorp. Voilà. On essaye nous-mêmes, en tant qu'opérateur et en tant qu'entreprise, à notre échelle, de contribuer aussi positivement à la fois au développement économique et à adresser les grands enjeux de société. Du coup, voilà, quelques mots rapides sur Actionable, cabinet de conseil à l'intersection entre IA et développement durable, 8 familles de cas d'usage principaux, et par ailleurs, on essaye nous-mêmes d'être dans une démarche de responsabilité. Du coup, si on avance sur le cœur de notre session aujourd'hui, on va commencer par un petit peu définir ce dont on parle quand on parle d'IA à finalité durable. Du coup, première brique, alors je vais aller très vite, je vais pas trop m'étendre sur ce que c'est que l'IA, mais grosso modo, l'IA, c'est une discipline assez large. Il va y avoir un peu deux disciplines qui vont nous intéresser particulièrement, le machine learning, donc le fait de pouvoir faire apprendre des machines sur des historiques de données de façon autonome et être capable ensuite de résoudre des problèmes donnés, notamment en projection et dans l'avenir. Et puis, le deep learning, qui est une sous-discipline du machine learning, qui est une discipline extrêmement puissante en termes de capacité de calcul et de capacité à résoudre des problèmes, mais qui est intéressante parce que dans le contexte qui nous anime aujourd'hui, elle est un petit peu paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est extrêmement intéressante et un énorme potentiel en termes de performance, et à la fois, ce sont des techniques algorithmiques qui sont, par définition, difficilement explicables. Donc on verra ensuite que l'explicabilité devient un sujet cœur quand on fait de l'IA, d'être capable d'expliquer les décisions, les choix opérés par les algorithmes. Première difficulté. Et seconde difficulté, ce sont des techniques, le deep learning, qui sont extrêmement consommatrices de données, d'entraînement et donc de ressources. Donc là, on a aussi un enjeu de concilier la performance avec la responsabilité. On reviendra à ça tout à l'heure, mais voilà. Première brique, l'IA. Seconde brique, si on avance, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Encore une fois, je vais aller vite, vous connaissez tout ça, j'imagine, mais voilà. On a aujourd'hui un framework qui fait un peu foi, qui sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont listés sur la droite. Et du coup, l'enjeu de durabilité, c'est d'être capable de concilier ces trois dimensions, c'est-à-dire l'écologique, le social et l'économique. Et nous, vraiment, ce qui nous anime dans notre démarche, c'est vraiment d'être équilibré dans notre approche, c'est-à-dire d'être à la fois sur vraiment une logique de création de valeur économique, financière, et en même temps d'être responsable et d'être positif en termes d'impact sur des KPI extra-financiers. Et on pense que c'est réellement la conjonction de ces deux enjeux et de ces deux objectifs qui est de nature à transformer de façon profonde les modèles d'affaires des entreprises. Voilà, donc nous, on met nos expertises et nos compétences en IA au service de projets qui ont ces deux objectifs et ces deux enjeux, création de valeur économique et un pays et des objectifs extra-financiers. Du coup, quand j'ai dit ça, on a essayé un petit peu de schématiser, de représenter et de définir de façon un petit peu plus précise les termes que l'on peut entendre et qu'on peut parfois confondre, assimiler les uns avec les autres, etc. Donc sur le graphique, là, vous avez deux axes, la valeur économique et la valeur sociale ou sociétale, et en gros, 4 grandes briques. À gauche, ce qu'on appelle l'IA actuelle, c'est 95% ou 90% des projets d'intelligence artificielle qui ont lieu aujourd'hui. Donc, ces projets, ils sont la plupart du temps ni affinité durable, qui n'ont pas d'impact spécialement sur les enjeux de société de développement durable, et ils utilisent une IA qui n'est pas responsable par conception. Donc par exemple, si vous faites
du scoring client, si vous faites de la recommandation de produits, de la recommandation de contenu, si vous faites de la prédiction sur tel ou tel jeu de données, bah, vous êtes dans l'IA un petit peu standard qu'on connaît aujourd'hui. Première brique. Deuxième brique, on a ce qu'on peut entendre aussi parfois, c'est le for good. Donc il y a le tech for good, data for good, et maintenant il y a l'IA for good. L'IA for good, c'est du coup, j'utilise l'intelligence artificielle, j'utilise les techniques d'IA pour résoudre des grands problèmes de société. Par exemple, je suis une ONG, par exemple, je suis le SAMU social, je dis n'importe quoi, j'ai des tournées pour venir en aide aux gens démunis, bah, l'IA peut me permettre d'optimiser mes tournées et d'être encore plus efficace dans la façon dont dont je délivre ma mission. Voilà, donc là, l'IA est mise au service d'une cause et d'une résolution d'un enjeu de société, mais n'a pas comme vocation première de création de valeur économique. Donc on est très fort sur la partie sociale, on l'est beaucoup moins sur la partie économique. Deuxième brique. Troisième brique, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA responsable. Donc l'IA responsable, on y reviendra juste après, elle commence un petit peu à se définir de façon plus précise autour de 6 piliers, on les verra juste après, qui viennent un peu structurer ce qu'on entend par IA responsable. C'est grosso modo une intelligence artificielle qui, dès la conception, est construite dans un souci de responsabilité. Donc ça veut dire qu'elle est par conception explicable, qu'elle est par conception robuste d'un point de vue sécurité, par exemple, qu'elle est soucieuse de la privacy et des réglementations en vigueur, qu'elle est non biaisée, etc., etc. Qu'elle est responsable d'un point de vue consommation électrique, consommation carbone, etc. Donc elle est construite pour être responsable. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette IA responsable est nécessairement mise au profit de projets à finalité durable. Et donc là, il peut y avoir une première étape, mais qui n'est pas exactement ce qu'on appelle du coup, nous, l'IA à finalité durable, qui est la dernière brique de ce schéma, où on a à la fois une IA qui est conçue de façon responsable, et qui, en plus, est mise au service de projets qui sont à finalité durable. Donc on reviendra juste après avec Quentin sur des exemples de cas d'usage sur ce que c'est que l'IA, enfin ce que sont des projets d'IA à finalité durable. Pour spoiler un peu, typiquement, quand on parle d'efficacité énergétique, bah, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que l'IA est à la fois un outil pour vraiment être plus performant sur ces sujets de forecasting de besoins, de forecasting de consommation électrique, etc. Et bah, en termes d'impact, on a à la fois un impact important sur la facture énergétique de l'entreprise et donc sa structure de coût, et en même temps, on participe au, à la responsabilité commune de baisser la consommation énergétique de notre économie et de nos entreprises. Donc on reviendra là-dessus juste après. Donc voilà, là on vous a un petit peu explicité ces différents termes. C'est important d'être capable de bien les distinguer parce que voilà, c'est très différent quand on est dans le for good où c'est très respectable et on est plutôt sur des sujets de faire le bien, quoi. Voilà, d'adresser des causes et de mettre l'IA au service de causes qui sont très très nobles et très justes, mais qui n'ont pas vertu ou qui n'ont pas vocation à créer de la valeur économique. Voilà, ça, c'est très différent de ce qu'on appelle nous l'IA finalité durable, qui est vraiment l'IA au service de projets qui sont équilibrés, qui ont ces deux béquilles, création de valeur économique et impact extra-financier. Du coup, si on avance, on voulait vous présenter de façon un petit peu plus détaillée une première étape, qui est souvent celle que les entreprises initient en premier lieu, qui est la mise en place d'une démarche d'IA responsable. Donc par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des directions data, IA, etc. Et on commence vraiment à voir ces sujets émerger, devenir très fortes dans cette direction pour encadrer les projets d'IA et pour s'assurer que ce qui est fait est par conception responsable. Donc voilà, vous avez ici les 6 piliers ou les 6 axes principaux sur lesquels on travaille quand on cherche à mettre en place et à développer de l'IA responsable.
Donc ces 6 piliers, ils viennent d'une réflexion aussi de la Commission européenne sur le sujet, et ils commencent à être un petit peu voilà, le framework un peu partagé par le marché sur ces sujets d'IA responsable. Donc les 6 briques, hein, c'est à la fois les notions de gouvernance et de human in the loop. Donc ça veut dire d'être capable d'expliquer, d'être capable de monitorer et d'avoir des interventions humaines à différentes étapes du modèle algorithmique, et donc d'éviter l'effet un peu boîte noire qui peut parfois accompagner des projets d'IA. Il y a évidemment un sujet de robustesse et de sécurité des algorithmes. Troisième brique qui est très importante, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'explicabilité. Donc, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la capacité à expliquer les choix, les arbitrages, les décisions des algorithmes, et du coup, pour certaines industries comme les services financiers par exemple, de aussi de se mettre en conformité avec la réglementation et d'avoir du coup des processus décisionnels algorithmiques sur lesquels on est capable d'expliquer telle ou telle décision prise par l'algorithme. Par exemple, un exemple évident, quand on fait l'octroi de crédit, typiquement dans les services financiers, on doit être capable d'expliquer les choix qui ont été réalisés par l'IA et par les algorithmes, quoi. Quatrième brique, en bas à gauche, ce qu'on appelle l'IA inclusive, et notamment tout le sujet de détecter et de supprimer, ou en tout cas d'amoindrir l'impact des biais dans les datasets sur lesquels on travaille quand on fait de l'IA. Je prenais encore une fois l'exemple des services financiers et l'octroi de crédit. Vous avez voilà, historiquement des jeux de données qui sont biaisés parce que influencés par le sexe, la géographie, etc. Et donc, quand on fait l'IA et qu'on entraîne nos modèles, nos algorithmes sur ces datasets historiques, on répercute et on retrouve ces biais historiques dans la façon dont les algorithmes travaillent. Voilà, donc un des piliers importants de l'IA responsable, c'est d'être capable de détecter et de supprimer toute partie de ces biais. On verra après, un peu plus tard dans la présentation, concrètement comment on peut faire. Cinquième brique, évidemment, les sujets de privacy. Quand on travaille sur des données à caractère personnel, évidemment, on doit être extrêmement précis, rigoureux sur le traitement de ces données, être évidemment en phase avec les réglementations en vigueur, RGPD, recommandations de la CNIL aussi, typiquement quand on fait du data marketing, par exemple, et tous les sujets de consentement, de recueil de consentement qui sont en train d'évoluer et qui deviennent assez coercitifs. Voilà. Évidemment, cette brique-là, elle est fondamentale quand on parle des responsabilités de l'IA. Et puis, dernière brique, donc ce qu'on appelle le Green AI, c'est la capacité à mesurer et monitorer la consommation énergétique des algorithmes qu'on utilise. Je parlais tout à l'heure du deep learning, des algorithmes de deep learning. C'est typiquement des algorithmes qui sont très gourmands en calcul, très gourmands en entraînement, etc. Et qui, du coup, sont très gourmands en ressources. Et donc là, on commence à avoir des calculettes qui permettent de, à minima, mesurer la consommation énergétique des algorithmes. Et du coup, nous, typiquement dans notre travail, on a un peu des benchmarks entre les algorithmes et on essaye de systématiquement pousser les algorithmes qui ont le meilleur trade-off entre la performance en termes de métier et de ce qu'on cherche à prédire ou à travailler, et la consommation énergétique. De trouver systématiquement les algorithmes qui sont les plus responsables et qui sont les mieux positionnés pour répondre à ces deux objectifs et pas uniquement à l'objectif de performance qui est souvent ou trop souvent ce qu'on voit encore dans les projets d'IA actuels. Donc voilà un petit peu comment nous, on définit un peu le terrain de jeu. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade ou si c'est à peu près clair. Auquel cas, on va rentrer un petit peu plus dans les cas d'usage pour que vous compreniez un petit peu mieux concrètement de quoi on parle en termes de projet. Je laisse la main à Quentin. Merci Vincent donc, pour cette première partie. Donc du coup là l'idée c'est plutôt donc on a beaucoup parlé de la manière de faire l'IA de manière du coup responsable. Là moi je vais plutôt me concentrer sur la finalité durable, notamment auprès des sujets, des problématiques donc de nos clients. En particulier
on a voulu mettre l'accent sur quatre cas d'usage un peu emblématiques qui illustrent bien le lien entre performance à la fois économique pour notre client et impact fort sur des KPI extra-financiers. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un premier cas d'usage. Ce qui est un peu le plus évident, comme le mentionnait Vincent, c'est le sujet de l'énergie, de la prévision de consommation d'énergie, de la détection des dérives, notamment dans le cas de l'industrie. Donc là, le sujet type, c'est de pouvoir détecter en amont les écarts avec des fonctionnements optimaux, de pouvoir détecter des signaux faibles. Voilà, je vous le présenterai juste après. Donc ça, c'est vraiment un premier cas d'usage assez évident qui se déploie déjà depuis plusieurs années. Un deuxième sujet qui est beaucoup dans l'air du temps. Donc là, on l'a appelé évaluation de la résilience des actifs face au changement climatique. Et c'est un cas qui peut aussi se décliner, par exemple, pour la crise du Covid, notamment, que l'on a en ce moment, qui est vraiment la résilience globale des entreprises. Pouvoir simuler, par exemple, sur un grand nombre d'immeubles ou d'industries ou de production de tout ce qui va être de la production agricole, c'est vraiment évaluer les impacts du changement climatique sur des risques qui vont être encourus par ce patrimoine. Pourquoi on a besoin d'IA? Parce que tout de suite, on est sur plusieurs scénarios d'évolution du climat mondial, sur des zones très précises, et donc on a des quantités tout de suite très importantes de données, d'où le cas de l'IA. Je vous détaillerai ça un peu plus tout à l'heure. Un troisième cas, là, c'est un cas qui monte beaucoup en puissance. C'est tout ce qui va être scoring ESG, donc ESG pour environnement, social et gouvernance. Là, on est vraiment dans le domaine de la finance durable. Pourquoi c'est un cas assez emblématique? Pour ceux d'entre vous qui font partie du milieu de la RSE et de l'ESG, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup d'émulation, de stimulation, notamment au niveau européen, sur un peu un cadrage du reporting ESG, des entreprises, des notations de la part des différents acteurs. On a on a tout un cadrage de ce qui se fait, de ce qui se dit, avec énormément de données produites. On a plusieurs dizaines de milliers de sociétés dans le monde, voilà, qui produisent de la donnée sur leur comportement ESG. Ça s'applique de plus en plus à l'intelligence artificielle. On vous présentera un peu le détail. Et enfin, un dernier cas d'usage, on pourra aussi en évoquer d'autres rapidement, ça va être tout ce qui va être détection de tendances, de signaux faibles, des développements durables sur des réseaux sociaux ou sur des brevets, sur des publications. Je m'explique. Notamment, on a de plus en plus notamment dans le retail et dans des marques de production de produits de grande consommation, l'un des objectifs aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires de produire des produits éco-conçus, aussi bien sur les emballages ou d'autres éléments. Donc ça, on est plutôt en mode, on pousse les données, on pousse des solutions durables. Cependant, les consommateurs, eux, pour les marques, c'est parfois un peu difficile de savoir si ce qui intéresse le plus le consommateur, c'est qu'il y ait plutôt des emballages ou pas, qu'il y ait une faible production d'énergie, qu'il n'y ait pas eu de travail des enfants. Voilà, les marques vont de toute façon répondre à ces enjeux, mais ont envie de prioriser et de coller le plus possible aux besoins des clients. Et là, beaucoup de ces clients, notamment sur des produits de grandes marques, font des commentaires, se positionnent sur tout ce qui va être des réseaux sociaux. Et donc là, j'y viendrai un peu sur les techniques mises en œuvre. Il y a tout un travail de récupération de la donnée, d'interprétation qui est très nombreuse et disséminée. Donc là, l'intelligence artificielle apporte une vraie réponse. Donc tout d'abord, pour un peu plus de détails sur Peut-être juste, Quentin, on a une question de Rosalie Vendette. Merci pour la question. Rosalie, on vous propose de l'évoquer quand on rentrera dans le détail du scoring ESG, du cas d'usage. Comme ça, on vous répondra à ce moment-là. Ouais, effectivement. On va bien noter votre question. Bien noté. Alors, publication académique, j'y reviendrai aussi. Je vois qu'il y a une deuxième question. J'y reviendrai tout à l'heure. On a notamment quelques grands acteurs, aussi bien le CNRS ou le CEA ou d'autres grandes entreprises qui ont des objectifs d'innovation, qui produisent des centaines, qui font référence à des milliers de brevets.
qui sont disponibles. Et sur l'un de leurs objectifs, c'est un peu de savoir c'est quoi les innovations qui peuvent être à teneur ou pas durable. Et dans un temps humainement raisonnable, il n'est pas possible d'analyser les documentations. Et donc, on utilise les techniques d'IA pour aller identifier ce qui est présent ou pas dans les publications selon certaines thématiques, mais j'y reviendrai lors du 4e cas d'usage. Donc, Marie, je te propose alors si on peut avancer au premier. Donc, le premier cas d'usage, donc là, c'est vraiment les écarts de fonctionnement d'une usine par rapport aux conditions optimales. Je m'explique. Sur de nombreuses usines, on a des pannes qui peuvent apparaître. On a des matériels qui sont assez sensibles aux différentes évolutions. Et ce qu'il apparaît souvent, par exemple, ça va être sur pour ceux d'entre vous qui font partie du domaine industriel, on a des équipements qui sont assez bien connus, comme les productions d'air comprimé, différents types de fours. On a souvent des signes avant-coureurs de pannes qui peuvent se produire. Si une panne, généralement, avant l'apparition d'une panne, on a une dégradation des performances. Quand on regarde uniquement sa facture d'énergie mois par mois, ou même un capteur où on regarde les données jour après jour, on ne voit pas les signaux faibles. Alors que l'intérêt, notamment quand on met en place une solution d'intelligence artificielle, donc là on utilise notamment les données d'IoT. Donc là, ce que vous pouvez, si vous regardez sur la partie droite de la slide, il y a toute une partie méthodologie. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une partie collecte des données de capteurs. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les usines, on a énormément de capteurs, des centaines, voire des milliers, qui produisent des données à la seconde ou bien souvent au pas minute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque jour, on a 1 million de données qui sont produites. Personne n'a le temps dans les usines d'aller les analyser et d'en tirer la suite scientifique moelle. L'intérêt de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir, sur un jeu de données particulier, en tenant compte des données extérieures, de tout de suite identifier s'il y a un début de décalage ou on va dire, de décollement du profil de consommation, du profil de comportement de l'équipement ou du matériel donné par rapport à un fonctionnement standard. Et ça, l'intelligence artificielle le permet de le faire en temps réel. Et donc, concrètement, comment on gère cette solution lorsqu'on va chez notre client? On arrive dans l'usine, on fait un peu un bilan de l'ensemble des équipements les plus consommateurs d'énergie et aussi les plus critiques. On regarde un peu s'il y a déjà, généralement, il y a déjà des capteurs de données en place. Si ce n'est pas le cas, on propose au client d'en faire installer sur un projet un peu plus de long terme. Et là, on met en place des algorithmes en discutant avec l'ensemble des équipes de maintenance et de production pour tout de suite détecter, pour que les équipes nous disent, là, quand on commence à voir la donnée, tel comportement de l'équipement, on sent qu'il va y avoir une panne, que ça commence qu'on va bientôt avoir un problème. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place ces algorithmes. Souvent, c'est sur une dizaine d'équipements qui sont les plus importants. Et c'est à ce moment-là, donc là, on met en place le système. Ensuite, on le laisse tourner pendant 1, 2, 3 ans. Ça dépend des volontés du client, si c'est une phase de test ou une phase à plus long terme. Et au fur et à mesure, dès qu'on voit un décollement, on a des alarmes produites directement par nos algorithmes qui permettent de détecter les pannes. Concrètement, le résultat type que l'on obtient, c'est qu'en temps normal, soit la panne apparaît, soit on se rend compte au dernier moment, à la fin du mois, quand on regarde les données de consommation, qu'il y a un défaut. Là, on est vraiment sur une détection des défauts au jour le jour, voire heure par heure, notamment chez les très gros industriels. Concrètement, le KPI clé à retenir, c'est que le fine-tuning de gestion des équipements et l'anticipation des pannes, c'est souvent 2 à 3% du coût d'énergie. Donc la mise en place de ce type d'algorithme, notamment dans les grandes industries, ça permet d'obtenir 2 à 3% d'économie d'énergie par an, avec finalement un faible investissement à rapporter à une facture énergétique qui est souvent de l'ordre de 2 à 5 millions d'euros pour les plus gros industriels français. Donc tout de suite un gain à la fois économique. Et pourquoi on est sur de la finalité durable? Parce que très souvent ces industriels ont comme source d'énergie pas seulement de l'électricité qui est finalement assez peu carbonée en France, mais souvent beaucoup de pétrole ou de gaz, et donc beaucoup d'économies de CO2. Donc voilà pour ce premier cas d'usage.
Pour le deuxième, on a alors, si Marie, tu peux avancer au deuxième cas. Pour le deuxième, on est sur un sujet vraiment, donc je parlais de carbone, beaucoup plus carbone sur la partie beaucoup plus long terme, sur un horizon 5, 10, 15 ans, identifier vraiment quels vont être les impacts physiques du changement climatique. Là, typiquement, les acteurs qui sont intéressés, c'est notamment les acteurs du foncier qui se projettent à 5 ou 10 ans. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous pourraient me dire oui, mais nous on a une vision business à 2 ou 3 ans. Il faut rappeler que dans le monde de l'immobilier, on est sur des baux 3, 6, 9, voire 12 ans. Et donc, on se projette à 5 ou 10 ans avec des rotations d'actifs beaucoup plus longues. Concrètement, que regarde-t-on? Je prends l'exemple notamment de l'Île-de-France. Un exemple type que l'on avait que l'on a pu tester dans le cadre de ce cas d'usage, c'est l'augmentation des vagues de chaleur. Maintenant, tous les immeubles sont comment dire, possèdent des systèmes de climatisation, mais historiquement conçus pour généralement des vagues de chaleur allant de 35 à maximum 40 degrés. Si vous vous souvenez, l'été dernier, on a eu un peu plus de 40 degrés à Paris, on avait des saturations des immeubles. Et ben là, le cas d'usage en particulier, on avait un client qui possède de l'ordre de 200 immeubles au niveau de la région parisienne. L'idée, c'est de se dire, concrètement, sur ces 200 immeubles, combien ont un système qui est assez performant, qui n'aura pas besoin d'être changé d'ici 2030, combien sont limites et combien vont être totalement obsolètes. Et donc, le bilan final de ce cas d'usage, c'était d'identifier le surcoût, les investissements qu'il faudra programmer. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Alors, je vois qu'on a un élément sur le chat, Vincent. Peut-être qu'on y répondra plus tard, à la fin. Je propose qu'on réponde donc sur la partie plateforme juste après ces cas d'usage. Pour la partie scoring ESG, je vais reprendre la question de Rosalie. Alors effectivement, le sujet aujourd'hui, on a énormément de fournisseurs de services qui produisent de la donnée ESG, aussi bien donc dans les agences de notation ESG qu'aussi des entreprises. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Ce qu'il se passe, c'est que pour l'ensemble des grandes sociétés, il y a des obligations, une quantité de données ESG qui sont publiées, voire chaque trimestre ou chaque année, pour montrer au marché que l'entreprise est durable et que donc les investisseurs peuvent faire confiance non seulement d'un point de vue de la santé financière, mais aussi de la performance extra-financière de l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises produisent des données ou les analysent, mais souvent à la main. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un volume de données tellement important qu'aujourd'hui, il devient nécessaire, notamment pour les fonds d'investissement ou les grandes banques, de pouvoir d'analyser ces données ESG d'une façon un peu plus automatisée. Et donc là, le cas d'usage, ça correspond à une banque d'investissement qui est venue vers nous, qui nous a dit voilà, nous on a plus de 1000 portefeuilles, plusieurs milliers de sociétés. On n'a pas le temps d'aller demander à des analystes ESG d'aller regarder chacune des sociétés. On a besoin d'avoir une première vision et de pouvoir préimaginer des portefeuilles d'actifs qui seraient durables sans réaliser le travail à la main. Et donc nous, ce que l'on a fait lors de ce cas d'usage, c'était vraiment on l'a fait sous l'angle de la TCFD, donc qui est l'angle climat-carbone, qui est assez structuré contrairement à d'autres données ESG. Et on a pu définir des patterns, analyser l'ensemble des participations de cette banque d'investissement pour un peu en déduire et pouvoir automatiquement identifier les entreprises, les participations et construire des portefeuilles d'actifs durables sans passer par des dizaines d'analystes ESG. Donc là, on est vraiment sur un gain de temps et un début d'automatisation de l'analyse du caractère durable d'une entreprise d'un point de vue de la performance extra-financière. Et donc là, ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est que nous faisons vraiment partie des tout premiers, sinon les premiers, à vraiment rentrer dans cette logique d'optimisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce cas d'usage, nous mobilisons notamment notre directeur de la conception scientifique,
qui est un PhD. On a environ 4 à 5 personnes qui travaillent sur ce sujet, justement parce qu'il y a beaucoup de verrous techniques, scientifiques. On a notamment des sujets de techniques de NLP, c'est-à-dire de pouvoir lire les textes, les documents, savoir où aller chercher les données, faire le lien avec notamment des notations d'agences de notation. Donc on a beaucoup de travail scientifique, et c'est ce qui permet aussi de nous distinguer par rapport à des acteurs qui sont plutôt aujourd'hui sur des techniques plus classiques. Et enfin, le quatrième cas d'usage. Donc là, je rejoins la question d'Éric Prisois. C'est sur la détection des tendances, des signaux faibles, donc développement durable sur les réseaux sociaux, mais également sur des publications académiques, à savoir plutôt des brevets. Donc là, dans le premier cas que je cite, c'est plutôt sur la partie, on va dire, produit. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on est sur un acteur qui produit des produits donc de grande distribution. Il a un besoin de ses clients, ses clients lui demandent des produits durables. Lui, il en propose. Il a en interne, cette entreprise a produit toute une scorecard d'éco-conception. Donc, il a toute une liste de best practices pour produire ses produits de manière éco-conçue. Sauf qu'il ne sait pas vraiment, comme je le disais rapidement tout à l'heure, s'il doit plutôt insister sur la fin de l'emballage, le lieu de production. Voilà, il a du mal à identifier le besoin précis de ses clients. Et donc, pour préciser ce besoin et adapter et savoir sur quel levier d'éco-conception il faut davantage mettre l'accent, ce qui a été mis en place, c'était tout d'abord de dire, bah voilà, je sais que mes produits, ils sont mis en place, comment dire, mes produits, ils sont discutés sur Twitter, sur Facebook. Il y a beaucoup de discussions sur ces produits. Il y a aussi des influenceurs sur YouTube avec plein de commentaires derrière des différents clients. L'idée, c'est d'aller scraper, entre guillemets, l'ensemble de ces données produites en masse, et ensuite, grâce à des algorithmes, là encore de NLP, donc de Natural Language Processing, d'identifier quels sont les mots-clés qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire plutôt l'emballage c'est super important, ou je ne veux pas d'énergie dépensée, pour moi ce qui compte c'est des produits zéro carbone. Et en fait, en fonction de la fréquence de ces mots-clés qui reviennent plus ou moins, on arrive à identifier quelle est la priorité en termes d'éco-conception. Donc là on est encore, c'est un cas d'usage qui est en cours, donc on n'a pas encore la réponse, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a des sujets durables, par exemple en ce moment le carbone, qui ressort beaucoup plus que d'autres. Donc ça, c'était le premier sur la détection sur les réseaux sociaux. Un deuxième cas, donc là, c'était sur le sujet des publications académiques. Aujourd'hui, notamment beaucoup d'entreprises industrielles qui produisent beaucoup de brevets ou qui se réfèrent à des brevets ou des publications pour comment dire, pour améliorer leurs produits. Ce qui les intéresse aussi, c'est de pouvoir savoir dans les différents brevets qui paraissent, quels sont ceux qui intègrent les dimensions de développement durable. On en a et le problème, c'est qu'au tout début, notre client se disait bon ben voilà, je vais avec toute une équipe, je vais screener les brevets. Sauf qu'en fait, il apparaît qu'on a aujourd'hui 14 millions de brevets en vigueur dans le monde. Et chaque année, on a il y a plus d'1 million de nouveaux brevets qui sont publiés. Alors bien sûr, il y a des leviers pour réduire un peu le nombre de brevets, mais quelle que soit l'entreprise, dès qu'on est sur une multinationale avec un volume, un range de produits un peu large, on a tout de suite des dizaines de milliers de brevets. Et donc l'idée, là encore, on est sur des techniques d'analyse du langage, c'est de pouvoir identifier combien de fois reviennent les mots développement durable, des phrases liées à l'éco-conception. C'est voilà, de vraiment pré-cibler les brevets qui vont concerner des innovations à forte intensité durable. Ce qui permet, in fine, à notre client de se dire, bah voilà, moi je sais que si je développe un nouveau produit lié notamment sur tout ce qui va être, prenons la micro-informatique, ben voilà, je sais qu'il y a eu 15 brevets qui, eux, vont plutôt être sur des très faibles consommations d'énergie.
et du coup, je vais les identifier beaucoup plus rapidement. Et ainsi de suite sur d'autres thématiques durables. Et donc là, on est encore vraiment sur des techniques d'analyse du langage qui sont des techniques qui sont des techniques assez pointues où effectivement, on a beaucoup de demandes de la part de nos différents clients. Donc voilà un peu une revue de quelques cas d'usage. À chaque fois, on a vraiment une finalité économique, pousser un produit, mais aussi une finalité extra-financière claire, parce qu'à chaque fois, on est vraiment sur de la thématique développement durable, vraiment intégrée au projet qu'on a mené. Donc voilà ce que l'on entend par finalité durable à travers ces cas concrets. Je vais te rendre la parole pour conclure sur la boîte à outils, Vincent. Oui, donc voilà, on essaie de présenter quelques cas d'usage un peu emblématiques sur lesquels on peut travailler. Vous voyez que c'est assez large et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en, en parallèle. Il y avait une question tout à l'heure de Frédéric Auru sur les plateformes. Oui. Donc, quelles sont les plateformes qu'on utilise et comment on les évalue, ces plateformes, au regard des 6 axes de l'IA responsable. Je vais vous faire un peu une réponse de Normand, c'est-à-dire que on les utilise toutes aujourd'hui, ces plateformes, donc les Google Cloud Platform, AWS, Azure, etc. Aussi parce que historiquement, on a travaillé chez des clients qui avaient des clouds ou des duos de cloud un peu différents. C'est pas la réponse. Et la deuxième réponse, c'est que aujourd'hui, clairement, quand on fait, nous, des projets d'IA responsables et que on héberge chez nous tout ou partie des tests, des devs, etc., on privilégie, nous, aujourd'hui, Azure. C'est vrai que on a aujourd'hui des discussions sur ces sujets-là d'IA responsable euh, un petit peu facilitées avec Microsoft versus les autres clouds. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça que nous on travaille et c'est plutôt aujourd'hui du coup avec Azure et Microsoft qu'on discute de ces sujets-là, mais pour autant, en fonction de ce qui existe chez nos clients, on est bien obligé d'être capable de travailler sur l'ensemble des cloud providers ou les principaux en tout cas du marché, quoi. Du coup, il nous reste une grosse quinzaine de minutes. Ce qu'on voulait faire pour conclure, c'est de vous présenter un petit peu des outils que nous on peut utiliser chez Actionable pour essayer de démarrer ou d'initier des projets ou des stratégies à finalité durable. Et voilà, qu'on voulait vous proposer, vous présenter. Et voilà, on espère que ça vous donnera un petit peu un guide ou des outils un peu concrets pour avancer. Donc ces outils, on les a séparés en 3 grandes catégories. Il y a une catégorie plutôt autour des sujets business, stratégique, projet. Donc, concrètement, comment je définis un projet d'IA finalité durable, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour encadrer cette réflexion-là. Des outils et des sujets autour de l'organisation, c'est-à-dire comment je mets en rythme et je mets en musique ces projets et ces stratégies dans mon organisation, et comment je dois diffuser des compétences en lien avec ces 2 sujets, IA et développement durable. Et puis, troisième brique, c'est la brique plutôt technologique, notamment sur l'IA responsable. Vous verrez que nous, Actionable, on travaille sur une solution qu'on appelle RML, comme Responsible Machine Learning, qui vient à agréger ici des briques open source disponibles sur telle ou telle brique de l'IA responsable, et ici plutôt des frameworks méthodologiques permettant de, par exemple, travailler sur la qualité de données ou ce genre de choses. Du coup, si on avance, merci Frédéric. On est toujours content que vous soyez content, donc merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Du coup, première brique sur la partie plutôt stratégique et business. Alors, je sais pas si vous voyez bien forcément le schéma, mais on essaie un petit peu de définir 5 étapes pour voilà, spécifier, définir un projet d'IA finalité durable. Première chose,
c'est de définir une finalité. Voilà. Ça veut dire que il faut être capable d'associer un enjeu économique, business pour l'entreprise, et une finalité durable et un impact sur des KPI extra-financiers. Ça, c'est le premier travail à faire. Deuxième travail, c'est un peu de définir où est-ce que l'entreprise est la plus à même d'impacter justement positivement des enjeux de société ou des besoins de société. Par exemple, voilà, c'était des exemples, est-ce que c'est sur l'énergie, est-ce que c'est sur le bien-être au travail, est-ce que c'est sur la prévention des risques industriels, est-ce que c'est... Voilà. Le champ est large, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de se focuser là où l'entreprise va avoir de l'impact. Troisième brique, très importante, évidemment, c'est de définir des KPI financiers, business, mais aussi extra-financiers. Nous, typiquement, quand on démarre des projets d'IA à finalité durable, on a souvent deux types de cas. Hein. On a le cas du projet qui est nativement durable, et donc là, on ne se pose pas trop de questions puisque les KPI sont nativement intégrés dans la conception du projet. Et puis, on a aussi des projets qui sont pas forcément prévus pour être à finalité durable et que nous, on va essayer de compléter la vision business avec une vision extra-financière. Soit on y arrive et on est très content et on y va, soit on n'y arrive pas, le projet est trop ou pas assez, en l'occurrence, durable, et on n'y va pas. On dit, bah nous, voilà, on n'arrive pas à définir, identifier réellement les externalités positives extra-financières de ce qu'on fait, donc, bah, désolé, mais on ne va pas pouvoir vous aider. Voilà. Donc, ça, c'est un point très important quand on démarre le projet, d'être capable de définir, identifier des KPI business et extra-financiers et qu'on peut suivre et monitorer dans le temps. Quatrième brique, c'est une notion un peu d'écosystème. C'est-à-dire qu'on voit que le fait que les enjeux de développement durable deviennent de plus en plus prégnants au sein des stratégies corporate des entreprises, ça nécessite de revoir un peu la façon dont l'entreprise vit dans son écosystème et s'ouvre un peu à des écosystèmes qui, traditionnellement, ne sont pas tellement ceux associés à des entreprises. Milieu académique, ONG, pourquoi pas, autres acteurs de la chaîne de valeur en amont, en aval, etc. On voit vraiment que des entreprises qui réussissent sur ces sujets durables ont des logiques d'écosystème un peu plus larges que ce qu'on peut voir traditionnellement dans les entreprises. Et puis, cinquième brique, et là je fais le lien avec ce qu'on dira juste après, c'est d'être capable d'organiser ça dans des structures d'innovation adéquates dans l'entreprise. Voilà, donc j'allais dire, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, l'idée ici, c'est d'avoir quelques questions un peu clés à se poser. Alors, il y en a d'autres, hein, on a fait là un résumé assez rapide, mais pour se dire, ok, si demain, je veux lancer ne serait-ce qu'un projet d'IA finalité durable, c'est quoi un peu les quelques questions que je dois me poser, quoi. Voilà. On pense que avec ce framework-là, vous en avez quelques-unes pour vous permettre de designer de façon un petit peu plus précise ce que c'est que votre projet et ce qu'il est réellement à finalité durable. Voilà pour la brique plutôt projet stratégie, business, entre guillemets. Si on bouge, si on va sur les sujets d'organisation, on a un enjeu, évidemment, de compétences et expertise, donc d'être capable d'ingérer dans l'entreprise des compétences à la fois en termes d'IA et de développement durable. Premier objectif et premier enjeu, et deuxième enjeu, d'être capable de diffuser ces expertises et ces compétences bien au-delà des quelques sachants disséminés à droite et à gauche dans l'entreprise. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est que en fonction de la maturité des entreprises sur ces différents thèmes, on a quelques grands modèles d'organisation qui se dégagent. À gauche, c'est le modèle qu'on connaît tous, c'est la centralisation de ces compétences au sein de directions dédiées. Vous avez la direction data, la direction IA, vous avez la direction RSE, et elles concentrent les compétences, les expertises sur ces sujets-là, et elles ont en charge de diffuser au maximum, d'impulser des projets qui vont dans le sens de l'IA finalité durable. La limite, évidemment, de ça, c'est que la diffusion concrète dans les différentes strates de l'entreprise et l'appropriation de ces compétences par les équipes
et pas toujours réel et efficace. Deuxième modèle, quand on monte un petit peu une marche sur ces sujets en termes de maturité, bah, c'est de commencer un peu à segmenter les sujets. Par exemple, si vous faites de l'IA, vous commencez à avoir un peu des logiques de lab pour tous les sujets plutôt prospectifs sur lesquels on est vraiment dans un peu l'état de l'art et on cherche à estimer et évaluer des potentiels, versus des logiques plutôt de factory, vous allez vouloir industrialiser des projets d'IA qui sont maîtrisés, matures, etc. Pareil côté RSE, on commence à avoir une finesse un peu plus importante sur les différentes compétences, différentes briques de la RSE. L'énergie, c'est très différent de la sécurité, très différent de l'éco-conception, très différent de l'économie circulaire, etc. Une vision plutôt un peu segmentée. Et puis, voilà, un peu la target qu'on peut se fixer, ou en tout cas des modèles que nous, on voit beaucoup chez des entreprises un peu plus matures, c'est la logique plutôt de réseau et d'animation de réseau. C'est-à-dire, vous avez toujours évidemment des directions centrales qui portent un certain nombre de sujets qui ont vocation à être les mêmes, ou en tout cas qui ont vocation à être diffusés à l'ensemble des BU, typiquement les sujets de stratégie, les sujets de partenariat, les sujets de technologie, etc. Et puis, aussi des expertises, des compétences qui vont imprégner les directions métiers, les directions opérationnelles, et qui vont permettre que ces compétences, ces outils, ces techniques en lien avec l'IA soient de plus en plus utilisés dans le métier concret opérationnel des équipes, quoi. Voilà. Nous, on aime bien, enfin moi j'aime bien en tout cas ce vocable un peu simple qui est de dire finalement il faut passer d'une vision projet. Donc, il y a des projets d'IA finalité durable qui sont portés, il y a des task force avec des représentants de différentes directions, etc., qui impulsent un projet, une volonté de transformation. Il faut réussir à passer de cette vision projet à une vision plutôt métier, qui est que l'ensemble des strates et des collaborateurs utilisent concrètement des outils, des compétences liées à l'IA dans leur métier de tous les jours. Donc, comment on fait? Évidemment, c'est ça le sujet. Rien n'est simple. On n'a pas du tout, nous, l'immodestie de penser qu'on a la réponse à ça. C'est juste que les réponses un peu classiques, c'est évidemment de l'ambition stratégique forte. Donc, ça vient du top management, cette volonté de transformation. Deux, c'est évidemment de l'incorporation de compétences, du recrutement, de la prestation, etc. Trois, c'est des plans de diffusion, de formation, etc., massifs auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà un petit peu de différents types de modèles dans lesquels vous pouvez à la fois vous retrouver aujourd'hui et qui peuvent être peut-être des orientations pour demain. Si on continue, on voulait faire un petit point spécifique. Alors, je ne sais pas si autour du call, là, enfin, autour du webinaire, il y a des gens qui travaillent dans une direction RSE, mais on voulait vous partager un petit peu ce que nous, on voit sur ces directions et sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si on se dit que les notions de durable, les notions de durabilité et de transformation doivent devenir des éléments qui sont au cœur de la stratégie business de l'entreprise, ça veut dire que la fonction RSE, elle doit un petit peu changer de nature, quoi. Et changer de braquet, si je prends un terme un peu trivial et cycliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans encore beaucoup d'entreprises, la RSE, c'est un peu du for good, dont je parlais tout à l'heure, et parfois, si on est honnête, c'est un peu de la communication. Et donc, on est sur des sauces qui sont plutôt à côté du core business que dedans. Nous, notre conviction et notre ambition avec Actionnable, c'est justement de participer à ce que la fonction RSE et que les projets qu'on porte soient réellement au cœur de la stratégie d'entreprise et au cœur du business des entreprises avec qui on travaille. Et du coup, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, d'avoir une incarnation de ces sujets très forte par un Chief Sustainability Officer, par exemple, et qui est à la fois lui-même, qui incarne et qui est rattaché à un niveau de hiérarchie qui fait qu'il est influent, réellement influent sur les décisions de l'entreprise. Et deux, du coup, ça veut dire aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, des moyens importants mis pour impulser cette transformation et prioriser les projets, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit encore beaucoup dans les entreprises, c'est ces sujets qui émergent,
Donc oui, en effet, on peut faire l'IA pour des projets qui sont à finalité durable, etc. Voilà. Par contre, on n'a pas forcément le sponsorship qui fait qu'ils sont en P1 versus des projets hyper classiques, cœur business, etc. Donc voilà, il faut que les directions RSE, au bon niveau de l'organisation, portent et poussent ces sujets-là. D'ailleurs, Vincent, on a une question un peu en lien avec ce que tu viens d'exposer de Pascal sur quel niveau de traction pour des sujets IA durables selon la taille de l'entreprise. C'est un bon point. Je pense que la taille n'est pas le plus important, dans le sens où, en fait, nous, on travaille grosso modo hein, chez Axio, on travaille à la fois pour des très grands comptes, pardon pour des très grands comptes et des gros ETI. Donc on va sur des, si je parle de chiffre d'affaires, hein, grosso modo, on part de 500 millions et puis on va sur plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et en fait, on a des ETI qui sont extrêmement moteurs, motivés et qui, justement, dont le management ou le top management prend à bras le corps ces sujets et qui ont les moyens, l'agilité pour réellement impulser une transformation très forte et très rapide sur ces sujets-là. Et à l'inverse, des entreprises de taille importante qui sont encore un petit peu embourbées dans des modèles datés. Et à contrario, il y a aussi évidemment des grandes entreprises qui, vous les connaissez, hein, les Danone, les Michelin, etc., qui ont des moyens, qui ont fait du durable un axe très fort de leur stratégie d'entreprise et qui ont pour le coup les moyens, les ambitions, les talents, etc., les capacités de recrutement, tout ce qu'on veut, pour aller très loin sur ces sujets-là. Donc en fait, on ne peut pas tirer de conclusion en lien avec la taille. On voit un peu de tout. Et en réalité, ce qui fait la différence, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le volontarisme et l'ambition que se donne la direction générale sur ces sujets-là. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, in fine. Voilà. Et donc ça, c'est pas lié à la taille. Alors justement, on a une question complémentaire. Quels vont être les key drivers d'une généralisation de ce type de projet? Il y en a, il y en a trois. Enfin, alors, je réfléchis tout, hein. Donc il y a peut-être probablement d'autres, mais j'en vois au moins trois. Le premier, c'est la régulation, la réglementation. C'est un driver très fort de changement et de changement de paradigme et de transformation des business. C'est le premier point, les accords de Paris, etc. Tout ça va obliger les acteurs du monde économique à changer, à se transformer. Premier axe. Deuxième axe, c'est les parties prenantes de l'entreprise. Une partie prenante, c'est les clients, évidemment, les talents, les fournisseurs, les clients, etc. Je vais prendre un exemple. On a, je ne citerai pas les noms, des entreprises aujourd'hui qui sont sur des modèles un peu datés en termes de modèle économique, qui ont énormément de mal à recruter des talents qui viennent des meilleures écoles, Polytechnique, HEC, etc., parce que modèle, justement, qui n'est pas suffisamment durable. Et quand on a le choix entre de faire ce qu'on veut, et qu'on est sensible à ces sujets-là, on va plutôt privilégier des modèles qui sont plus durables que d'autres. Donc les talents, les clients, le luxe, on travaille dans le luxe, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les clients du luxe d'aujourd'hui et de demain, et surtout de demain, donc si je schématise, des jeunes fortunés asiatiques, par exemple, on se rend compte que ces populations-là sont extrêmement sensibles au sujet de développement durable. Et donc, quand on est une marque de luxe et qu'on veut s'assurer d'avoir de la valeur durable sur le marché, il faut être capable de proposer des produits qui sont nativement conçus comme étant durables. Parce que sinon, les clients vont pouvoir se détourner, vont exercer leur pouvoir, etc. Deuxième axe, donc les parties prenantes. Puis, troisième axe, c'est, j'allais dire, les ambitions ou les convictions personnelles des dirigeants. Vous avez probablement vu qu'avec la crise du Covid, beaucoup de dirigeants ont pris la parole pour demander, pour espérer que la relance soit très green, etc. Évidemment, ça aide aussi, ça joue aussi. Le volontarisme des groupes et à la maille de chaque entreprise, des dirigeants, etc. Et on sait qu'on a en France notamment des gens qui sont très engagés sur ce sujet. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu les trois drivers qui me viennent. Et puis évidemment, après, dans l'entreprise, il y a tous les enjeux de formation
et diffusion de compétences que j'ai déjà évoquées. Et absolument, tout à fait Pascal, le financement évidemment est un enjeu majeur, c'était mon quatrième point que j'ai oublié. En effet, nous typiquement, on travaille beaucoup avec Quentin dans les industries lourdes, métallurgie, construction, etc. Bah, au-delà des déclarations d'intention, les transformations des modèles d'affaires, c'est excessivement coûteux en termes de transformation. Parce que quand on parle de faire du ciment vert, de transformer la façon dont on chauffe, les matériaux, etc., on n'est plus dans l'implantation, on est dans des changements profonds de business model, et ça a un coût qui est très important. Donc en effet, les sujets de financement et de qui, à la fin, paye sur la chaîne de valeur la transformation des modèles, c'est en effet très structurant, et j'aurais dû commencer par ça. Merci Pascal pour le rappel. Peut-être pour avancer, parce qu'on est déjà arrivé à l'heure. Donc, juste un petit mot sur notre solution dont je parlais tout à l'heure, donc qu'on appelle RML, Responsible Machine Learning. On a voulu, nous, Actionable, encore une fois, à notre échelle, hein, avec nos moyens, construire un peu une solution. Et d'ailleurs, je spoil un peu, mais on va la mettre en open source sur le marché pour que la communauté puisse interagir dessus, etc. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un peu des outils concrets sur toutes ces briques de l'IA responsable. Donc concrètement, ces outils, c'est quoi? C'est à la fois, pour certains, des briques open source qu'on package et qu'on met à disposition dans notre plateforme, et pour d'autres, c'est des frameworks qu'on va nous-mêmes créer pour essayer d'adresser ces 6 briques qui constituent l'IA responsable. Alors, malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans le détail de chacune des briques, sinon on va finir à 20h. Mais sachez que pour tous ceux qui auront participé à ce webinaire, on va publier là, dans quelques heures un livre blanc sur le sujet l'IA finalité durable qui reprend et qui élargit tout ce qu'on a dit là, et donc notamment sur la partie RML, Responsible Machine Learning, vous aurez davantage d'explications sur concrètement ce qu'on met derrière. Il est 18h02, on a fini à ce stade. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je ne sais pas si on a répondu à... Alors, il y avait 2 questions auxquelles on n'avait pas forcément répondu, Vincent. Donc, il y avait une question d'Eric, qui est très juste sur tout ce qui était fréquence de mots-clés sur la partie NLP. Alors, je suis resté dans le simplisme, et bien évidemment que la technique NLP, ce n'est pas seulement aller sur la fréquence des mots-clés, c'est aller au-delà avec faire des clusters de mots que l'on retrouve. On n'est pas uniquement sur de la fréquence, on est aussi sur du lien entre les différents mots. Peut-être que tu veux ajouter un mot là-dessus, Vincent. Non, c'est ça. Donc ça, c'était une première question. Et enfin, une dernière question qu'avait posée Rosalie, pour laquelle on a déjà finalement un peu répondu sur les déclencheurs qui font qu'un client a recours à l'IA. Donc voilà, tu citais les 3 parties qui déclenchaient. Voilà. Ouais, alors, sur la partie IA spécifiquement, donc vraiment si je prends la casquette technologique ou scientifique de l'IA, les déclencheurs, déjà, c'est d'avoir de la donnée. Ça, c'est le premier sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, on travaille pas mal dans le secteur industriel. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui, soit ont finalement assez peu de données, soit qui ont beaucoup de mal à la collecter, à la centraliser, parce qu'elle est explosée, éparpillée dans plein de systèmes d'information, etc. Déjà, c'est d'avoir de la donnée. Et ensuite, c'est d'avoir des capacités pour exploiter cette donnée, capacités à la fois technologiques et scientifiques, donc d'avoir soit des internes, soit des prestataires qui ont cette expertise. Et puis après, c'est des moyens technologiques, quoi. Donc ça veut dire être capable, cette donnée, de la manipuler, de la stocker, et ensuite de penser assez vite à son industrialisation, et donc aussi d'avoir un système d'information dans lequel il est possible de mettre en production des algorithmes, quoi. Donc en termes de déclencheur, je dirais une forme de maturité sur les sujets de données et d'avoir un petit peu de matériel pour travailler, et après des moyens humains en termes de compétences et technologiques pour mettre en œuvre ces projets-là. Et puis évidemment, c'est aussi tout le travail amont de trouver les bons cas d'usage, trouver
où est la valeur, etc., et d'avoir des moyens pour les mettre en œuvre. Très bien. Merci Eric pour votre commentaire. Je vois qu'il y a aussi une autre question de Pascal. Alors, bien sûr, évidemment qu'on le fait. Je vais vous prendre un exemple très récent. Alors, on n'est pas encore parfait sur le sujet, très clairement, mais en tout cas, on y travaille. Je vais vous prendre un exemple très récent. Je parlais tout à l'heure de deep learning. On a eu récemment une expérience un petit peu fâcheuse, avec un client où on s'est rendu compte que le projet qu'on avait réalisé et les algorithmes qu'on avait utilisés, en l'occurrence de deep learning, avaient consommé énormément de ressources, en tout cas énormément, beaucoup de ressources au regard de l'ampleur du projet, versus sa finalité, quoi. Donc là, on s'est dit qu'on avait quand même un problème, quoi. Du coup, concrètement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que, on mesure, et du coup, on mesure un peu l'ampleur des dégâts, et deux, de façon très concrète, on ne continue pas le projet, quoi. C'est-à-dire évidemment, on remplit notre devoir et on va jusqu'au bout du projet, mais si on n'a pas des actions, des moyens de réduire significativement le bilan carbone du projet, on arrête, quoi. Et pour compléter ta réponse, Vincent, à chaque fois qu'on répond à un nouveau projet, très souvent le carbone, c'est l'un des enjeux clés du client. Et donc nous, on chiffre notre impact d'une double manière, à la fois sur nous, notre manière de travailler. Donc c'est aussi bien vraiment l'impact en termes de bilan carbone de notre IA, donc notamment le deep learning qui peut être très énergivore et producteur de carbone. Ça peut être aussi parfois pour des clients plus classiques, ne pas multiplier des allers-retours en avion, ce qui peut être assez classique. Et enfin, des derniers éléments, vraiment l'impact, notamment tout à l'heure quand j'évoquais l'énergie, sur la moindre émission de CO2 de notre client. Donc vraiment, aussi bien nous, notre action en interne, et vous, le client, côté son activité. Donc vraiment, on intègre l'ensemble de notre impact carbone. Voilà, si on n'a pas d'autres questions et qu'on a un petit peu débordé, je vous propose qu'on arrête là. Peut-être juste deux petits points avant que vous partiez. Le premier, c'est qu'on va vous partager du coup un peu le livre blanc qu'on a écrit sur le sujet de l'IA, finalité durable, que vous l'ayez à disposition. Voilà. On espère que ça vous éclairera. Et puis, deuxième chose, avant de vous quitter, on voulait vous parler d'un projet autour de l'IA qui nous tient à cœur et dont Actionnable est partenaire. Donc dans le contexte particulier du Covid-19, est né le projet AI for Tomorrow. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est un programme qui vise à donner aux jeunes des clés pour réinventer le monde de demain grâce à l'IA. Donc ce programme d'accompagnement de 4 mois est encadré par des référents, dont Actionnable fait partie, des mentors et des coachs techniques de renom. Donc la particularité de ce challenge est qu'il est ouvert à tous les types de profils étudiants. Donc le parcours d'apprentissage a été conçu de sorte à ce qu'il s'adapte à tous les types de profils, même pour ceux qui n'ont jamais écrit une ligne de code de leur vie. La seule condition pour participer à ce parcours est donc d'avoir moins de 28 ans et d'être francophone. Le second objectif de ce projet, c'est de contribuer à reconstruire le monde de demain grâce à ce challenge. Son but est donc d'aider les étudiants à trouver des solutions concrètes utilisant l'IA pour le bien commun. Autrement dit, des IA qui contribuent à résoudre les défis sanitaires, sociétaux et environnementaux de notre époque. Du coup, Actionnable est membre de ce collectif de référents pour le défi lutte contre le changement climatique. Vous avez vu, c'est un de nos cas d'usage, on en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est Alexis Hanard, notre directeur scientifique, et Quentin, notre directeur Sustainability, qui est avec nous aujourd'hui, qui apporteront leurs expertises à ce programme pour accompagner les équipes dans le développement d'une IA responsable et durable. Voilà, donc programme AI for Tomorrow, dont on est partenaire, et je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a appris des choses, ou en tout cas plus modestement que ça vous a donné quelques clés de compréhension sur ces sujets-là. On est ravis d'en parler avec vous plus avant si vous le souhaitez et si vous y voyez un intérêt. Et dans tous les cas, continuez à profiter de ces webinaires dans le cadre d'Exploria. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir et bonne soirée. À très vite. Merci à tous pour votre participation.